Lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'endroit des femmes et promotion du leadership féminin. Principale mission de l'Institut national de la femme, INF. Environ 2 ans déjà que l'Institut a été installé au Bénin. Quel est alors l'état des lieux de cette lutte au sein des communautés? Il faut comprendre que la violence à l'égard des femmes et des filles est fortement liée à la culture du patriarcat, qui continue de régner, il faut le dire. C'est une culture qui a la vie dure et qui, bien sûr, elle est pratiquée par les hommes et elle est acceptée comme une norme par les femmes. Ça se transmet en fait de parents à enfants. Ça se transmet de parents à enfants et c'est un combat qui va prendre un peu de temps parce qu'il faut vraiment déconstruire les mentalités pour pouvoir les reconstruire. C'est un combat que pense gagner l'Institut national de la femme. Face à ce phénomène qui perdure dans certaines régions du pays, l'INF dispose des outils nécessaires pour voler de façon efficace au secours des victimes des violences. Ces outils dont dispose l'Institut national de la femme, c'est les outils de la sensibilisation, les outils de l'information. Aujourd'hui, nous sommes bien organisés en différents pôles. On a également l'outil de la présence que nous préparons sur le terrain de l'Institut national de la femme dans les administrations, dans les lieux comme les marchés, les parcs automobiles et autres, où il y a, surtout en fin de journée, une activité sexuelle dans les alentours qui intègre ou qui implique de la violence à l'égard des jeunes filles. La présence de l'Institut national de la femme au niveau arrondissement, au niveau commune, au niveau départemental, et donc avec des relais qui vont être des observateurs, des dénonciateurs et également des personnes qui vont intervenir dans la prévention. Occasion pour la présidente de l'Institut national de la femme d'inviter les uns et les autres à une participation citoyenne dans cette lutte commune, celle qui consiste à obtenir zéro violence basée sur le genre au Bénin. Ce combat est un combat de longue haleine, mais si chacun y met du sien, il y a des batailles que nous gagnerons plus vite. Il y a un capital humain à qui nous allons permettre de se déployer pour le bien de notre pays. Il y a des familles entières, des générations entières d'enfants qui connaîtront des lendemains meilleurs parce que, ayant été éduqués dans un environnement où leurs mamans, leurs sœurs sont traitées de façon équitable comparée à eux. C'est ce que je demande pour notre pays. Pour rappel, l'INF dispose d'une cellule d'écoute chargée de recueillir les plaintes des femmes et d'un fonds d'assistance aux victimes des violences. Tout récemment, avec les événements qui se passent au nord, il y a nécessité de redéfinir d'autres axes de coopération avec la Belgique. D'où nous espérions la venue de Madame la ministre, ce qui s'est fait aujourd'hui et dont nous espérons, après notre tête-à-tête, définir de nouvelles bases de coopération avec la ministre de la Belgique. L'objectif, c'est surtout de pouvoir échanger avec mon collègue ministre de la Défense, de pouvoir également l'entendre sur ses priorités, sur ses besoins. On est des partenaires déjà de longue date et on a toujours écouté les besoins du pays avec lequel nous travaillons et essayé de répondre au mieux avec les capacités dont nous disposons au sein de la Défense aux attentes du pays hôte. Vous savez, après les événements de 2021, où nous avons eu à faire face au terrorisme, nous ne nous privons pas de l'expertise des pays amis. Donc chaque fois qu'un pays se propose de venir comprendre ce qui se passe, de nous aider, nous discutons avec ces pays-là et c'est dans ce cadre que
le ministre de la Défense du Royaume de Belgique est arrivé nous rendre visite. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, et j'envoie un message à tous les amis que nous avons partout dans le monde pour leur dire de faire du bruit, car les gens ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part, ma femme est ailleurs, et je suis à la résidence. Et rien ne se passe. Et je ne sais pas ce qui se passe. Alors je vous appelle à faire du bruit, vraiment. Je vous remercie. La crise actuelle au Gabon, regardez ce qu'ils ont fait. D'abord, triple scrutin et même bulletin. Avec ce qui s'est passé au Gabon, moi je ne comprends pas. Un président, vous excusez vraiment beaucoup le terme, hein? Moi je dirais mourant, qui avait déjà un mandat, deuxième mandat. J'ai tiré un coup de chapeau aux Gabonais par rapport à ce qu'ils ont fait, parce que c'est des gens, il est temps qu'on les maintenant dise la vérité, quoi. Je ne vais pas trop apprécier ça, mais je vais encore apprécier ça parce que quoi, le pouvoir n'est pas un trône. Quand vous organisez l'élection, ça amène coup d'État. Qu'est-ce qui amène les coups d'État? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous voyez? Donc, sur ce point, et le pouvoir en place et ceux qui sont chargés d'organiser ces élections-là, et vraiment, ils n'ont pas été transparents. Je dis que c'était au niveau de la CEDEAO, au niveau des pays francophones de la CEDEAO. 4 coups d'État. Qui doit avoir un président élu de façon démocratique qui est physiquement au point et physiquement dans tous ses sens pour gérer le Gabon. Voilà maintenant un pays de l'Afrique centrale, en l'occurrence le Gabon. Et on connaît la dynastie des Bongo. Le président Ali Bongo, son papa a régné. Et voilà maintenant le fils qui vient de faire 14 ans, c'est-à-dire 2 mandats de 7 ans, 2 septennats. Et au lieu de se retirer, bien vrai qu'il est gravement malade. Pour qu'il n'y ait pas de coup d'État,
éviter de violer les constitutions. Ces élections-là, il y a eu de magouilles. Ce n'est pas transparent. Et c'est ça qui a fait sortir les militaires du pouvoir. Aussitôt, les résultats proclamés, dans la foulée, les militaires sont venus pour dire non, eux ne sont pas d'accord, ils ont pris le pouvoir. Et présentement, le président Ali Bongo est en résidence surveillée avec toute sa famille. C'est vrai, le coup d'État n'est pas consommé définitivement. Mais tel que je suis en train de voir les choses, c'est en voie d'être consommé. Nous avons déjà débattu ça. Il faut que l'Afrique revienne en elle-même et se dise qu'est-ce que nous voulons. Moi, à mon avis, j'ai en train de voir les contrats que les ancêtres avaient fait avec ces Occidentaux sont en train d'aller à terme. Il faut que nous, Africains, dirigeants africains, nous regardons qu'est-ce que nous allons faire pour que nous, nos petits-enfants, ne répètent pas la même chose que nous sommes en train de répéter aujourd'hui. Il n'y a jamais de développement avec les militaires. Au Gabon, c'est le chef de la garde républicaine qui a été nommé président de la transition par le CTRI. Le comité pour la transition et la restauration des institutions avait, dès l'annonce de l'annulation des résultats des élections du 26 août dernier, dissous toutes les institutions. Faisant suite à la réunion de ce jour, à laquelle ont pris part la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Ce comité a dans la foulée du mercredi rétabli Internet, mais maintenu le couvre-feu qui est en vigueur dans le pays depuis samedi. De même, les frontières du pays restent fermées. Les réactions à ce nouveau coup d'État n'ont pas tardé. L'Union africaine et l'ONU ont condamné le putsch et appelé les militaires à garantir l'intégrité physique d'Ali Bongo et de ses proches. Brice Oligui Clotaire Nguema, ce militaire réputé francophile de 48 ans, a été propulsé président de la transition et s'apprête à diriger le Gabon pour une période encore indéterminée. Il a gravi les échelons avant de succéder au clan Bongo qu'il connaît très bien. Aide de camp du père Omar Bongo Ondimba de 2005 à 2009, il est écarté du sérail familial à la mort du patriarche. Après l'élection d'Ali Bongo la même année, il est affecté pendant 10 ans en tant qu'attaché militaire des ambassades du Gabon au Maroc, où il est passé par l'Académie royale militaire de Meknes et enfin au Sénégal. 10 années qualifiées de traversée du désert par ses proches qui confient même qu'il nourrissait le rêve de se venger d'Ali Bongo. Le destin de Brice Oligui Nguema, candidat très riche et à la tête d'un immense patrimoine immobilier aux États-Unis, bascule en 2018 lorsque le fils Ali Bongo est victime d'un accident vasculaire cérébral et que son entourage l'oblige à assurer ses arrières contre tout coup d'État. Revenu au bercail, Brice Oligui succède à Frédéric Bongo et devient colonel à la tête du renseignement de la garde républicaine et 6 mois plus tard, général de cette garde prétorienne qui dépend directement de la présidence. Il s'imposera comme la clé de voûte du dispositif sécuritaire du Gabon avant de renverser le 30 août dernier celui à qui il avait promis loyauté et fidélité. La France suit avec la plus grande attention la situation au Gabon où un coup d'État a visé mercredi le président sortant Ali Bongo, a déclaré la première ministre Elisabeth Borne mercredi à Paris devant les ambassadeurs. Une fois de plus, au cours de cette année, vous avez répondu présent et l'action du réseau diplomatique français a été marquée par la réponse à plusieurs crises majeures. Le coup d'État au Niger et désormais la situation au Gabon que nous suivons avec la plus grande attention. Le Conseil gabonais des élections venait d'annoncer la réélection d'Ali Bongo quand un groupe de militaires est apparu sur les écrans de la télévision Gabon 24 pour mettre fin au régime. Invité à commenter ce coup, Joseph Borrell s'est montré prudent. Les nouvelles sont confuses. J'ai appris la nouvelle tôt ce matin. Si cela se confirme, il s'agit d'un nouveau coup d'État militaire qui accroît l'instabilité dans toute la région.
Je ne peux pas en dire plus car je n'ai pas d'autres informations, mais il s'agit certainement d'une question qui sera abordée. Avec la succession des coups d'État en Afrique, le 7e depuis 2020, Josep Borrell appelle à redessiner la politique européenne en Afrique. Toute la région, à commencer par la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et peut-être le Gabon, se trouvent dans une situation très difficile. Les ministres aujourd'hui, les ministres de la Défense, demain, les ministres des Affaires étrangères doivent réfléchir à ce qui se passe là-bas et à la manière dont nous pouvons améliorer notre politique à l'égard de ces pays. Il s'agit d'une question importante pour l'Europe. Jusqu'à sa réélection déjà très contestée en 2016, suivie de son AVC, puis sa longue convalescence ponctuée par un putsch raté en janvier 2019, Ali Bongo incarnait encore la longévité du régime. Dans l'objectif de réduire le nombre d'accidents de la route au Nigeria, le Corps fédéral de sécurité routière a entamé la répression immédiate de tous les véhicules délabrés à travers le pays. Cette décision intervient après une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant une voiture avec seulement 3 pneus circulant sur une autoroute dans l'état d'Ogun. Selon le commandant du secteur d'Abuja, en plus de défigurer le paysage de la ville, ces véhicules constituent un réel danger sur les routes nigériennes. Nous savons que le facteur le plus important est le facteur humain. Mais la partie mécanique est un élément tout aussi majeur. Et si on parvient à éliminer ce problème, cela contribuera largement à réduire le nombre d'accidents sur nos autoroutes. Ce n'est pas la première fois que cette opération a lieu au Nigeria. Certains conducteurs et agents routiers affirment que cet exercice rendra les routes plus sûres pour tout le monde. Il y a énormément de problèmes liés aux véhicules délabrés, donc cela contribuera grandement à réduire les accidents. Si le véhicule n'est pas en état de rouler, il n'a pas sa place sur la route, car il crée des problèmes, alors il vaut mieux le retirer de la circulation. Les autorités précisent que l'opération, qui est un exercice continu et durable, est menée à l'échelle nationale. Par ailleurs, des sanctions sévères sont prévues pour toute personne utilisant ces véhicules. Nous avons pris de nouvelles mesures. Nous organisons des patrouilles pour renforcer notre stratégie visant à faire appliquer la loi. Les experts de la sécurité routière au Nigeria affirment qu'environ 70% des véhicules d'occasion circulant sur les routes ne sont plus en état de rouler. Le chef de l'armée soudanaise était en Égypte mardi pour son premier voyage à l'étranger depuis le début de la guerre au Soudan. Le général Abdel Fattah al-Burhan a troqué son treillis militaire pour un costume cravate avant de s'entretenir avec le président Abdel Fattah el-Sisi à El Alamein, au nord de l'Égypte, où il a affirmé son intention de rétablir l'ordre constitutionnel. Nous sommes déterminés à mettre fin à la guerre et à cette tragédie. Nous, les forces armées, sommes engagés à mettre en place une véritable période de transition afin que le peuple puisse consolider l'État par le biais d'élections libres et équitables qui vont permettre aux Soudanais de choisir leur prochain président. Les deux dirigeants ont abordé les manières d'assurer une aide humanitaire au peuple soudanais ainsi que les efforts visant à régler la crise dans le pays, alors que les combats à Niala, deuxième ville la plus peuplée du Soudan, s'intensifient depuis ces derniers jours. Les forces armées soudanaises sont des forces nationales et n'ont aucune volonté de s'accrocher au pouvoir. Elles ne cherchent pas à continuer à diriger le Soudan. La récente sortie d'Al-Burhan de son QG à Khartoum alimentait les espoirs d'une sortie de crise négociée, mais lundi, il a appelé à se concentrer sur la guerre plutôt que sur des discussions avec des mercenaires. La remise de Fulgence Kayishema, accusée d'avoir participé au génocide rwandais de 1994 au tribunal de l'ONU à Arusha, attendra.
Mercredi, l'audience de transfert a été reportée par un juge de la Haute Cour du Cap en Afrique du Sud. Nous avons compris que l'affaire a été reportée à aujourd'hui afin qu'il puisse faire appel à son propre représentant légal et que nous puissions planifier la suite des événements, ce qui inclura la date à laquelle nous soumettrons notre demande, nos documents et la date à laquelle il reprendra. Il y a donc eu un malentendu. Fulgence Kayishema, 62 ans, est accusé d'avoir supervisé le massacre de plus de 2000 personnes qui s'étaient réfugiées dans une église lors du génocide rwandais. Nous sommes toujours convaincus, nous avons des preuves qu'il s'agit d'une erreur d'identité. Le Kayishema qu'ils ont ici, Fulgence, n'est pas le Kayishema qui était recherché par la justice. Le Kayishema recherché était l'ancien préfet. Il s'agit de Clément et non de Fulgence. Le juge n'a pas immédiatement fixé une nouvelle date pour la prochaine audience. L'abandon d'enfants est un phénomène qui fait rage en Ouganda. La police s'inquiète du nombre croissant de bébés abandonnés dans la capitale Kampala, parfois dans des décharges publiques. Au mois d'août, le commissariat central de Kampala a enregistré 2 cas d'enfants abandonnés. Et nous avons 19 commissariats dans la ville. Alors si vous faites le calcul, vous aurez une idée du nombre d'enfants que l'on retrouve par mois. Selon la police, au moins une trentaine d'enfants de moins de 8 ans sont abandonnés chaque mois dans la ville. Les causes, les pères qui nient la paternité de leur progéniture, les grossesses non désirées et le manque de moyens, énumèrent notamment les autorités locales. Pour les enfants dont les parents n'ont pas été retrouvés, ils sont généralement placés dans des foyers d'accueil. Le problème, la plupart de ces institutions qui dépendent de la charité sont souvent surpeuplées. En ce moment, je suis mise à rude épreuve, car je ne peux pas m'occuper de tous ces enfants. Nous essayons de voir s'il faut les laisser partir lorsqu'ils atteignent un âge où ils peuvent se débrouiller tout seuls. La plupart des foyers d'accueil de Kampala sont conçus pour accueillir au maximum 50 enfants à la fois. Néanmoins, ils sont contraints d'accueillir de plus en plus de bébés sans abri. Pour réduire ce fardeau, les officiers de police tentent d'éduquer les communautés sur les dangers des grossesses non désirées. Nous leur demandons de ne pas s'engager dans des relations sexuelles si elles ne sont pas prêtes. Car si vous n'êtes pas prête à vous occuper d'un enfant, alors ne vous engagez pas dans des relations sexuelles. Abstenez-vous et soyez fidèles à vos convictions. Face à ce fléau, le gouvernement ougandais a mis en place un fonds pour les personnes à faible revenu. Grâce à cette stratégie, les autorités souhaitent donner aux jeunes mères les moyens de s'occuper de leurs nourrissons, mais aussi de réduire considérablement le nombre de bébés abandonnés dans le pays. Après avoir été pendant longtemps une figure historique de l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, Ace Mahashule portera dorénavant la casquette du Congrès africain pour la transformation, l'ACT. L'homme politique a annoncé la création de son parti en vue des élections prévues l'année prochaine. Mahashule a déclaré que sa nouvelle formation défendrait le sort de tous les Sud-Africains. Aujourd'hui, nous allons annoncer un nouveau navire pour la liberté. Et je veux dire à tous les Sud-Africains, voici le navire de la liberté. Venez nous rejoindre, ainsi que tous ceux qui sont fatigués et victimes d'abus politiques. Nous avons subi une trahison collective en tant que peuple et nation de la part de ceux qui prétendent être nos dirigeants. Nous avons été vendus pour quelques pièces d'argent. Écarté du Congrès national africain en 2021 pour corruption, cet allié de l'ex-président Jacob Zuma reste populaire auprès d'une frange désenchantée de l'électorat.
Et la venue de sa formation pourrait être préjudiciable à l'ANC qui souffre d'accusations croissantes de mauvaise gestion. Je suis mécontent parce que l'ANC d'Oliver Tambo, l'ANC auquel j'ai adhéré pendant plus de 43 ans, n'est plus l'ANC que nous connaissons aujourd'hui. Selon des sondages, l'ANC pourrait avoir du mal à obtenir la majorité lors des législatives l'année prochaine, à l'issue desquelles le parti majoritaire choisit son président.